Bonjour à tous, merci pour votre fidélité à cette émission Échange. Échange est une émission qui donne la parole aux acteurs de la vie politico-socio-économique de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, nous sommes en bonne compagnie parce qu'il ne vous est pas inconnu, nous l'avons déjà reçu. Il s'agit d'une personnalité qui compte au niveau de la diaspora congolaise de France. C'est monsieur ou Maître Reti Amouli, ancien président des avocats au tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha, actuellement avocat au barreau de Bukavu. Il est aussi président du CRID qui est un des premiers partis politiques au Congo, quand je dis un des premiers du Congo en conflit, qui s'inspire de la philosophie des messeigneurs Muziriwa et Kataliko. Maître Reti nous reçoit aujourd'hui pour qu'on fasse un peu le tour de la question sur tout ce qui est en rapport avec les procès Vital Kamerhe, autrement dit les procès dits des 100 jours. Bon, on parlera aussi de l'actualité en général. Hein. Vous savez, s'il faut parler de l'actualité politique congolaise, la matière ne manque pas. Et puis, on verra s'il ne faut pas faire une deuxième émission avec lui, parce que chaque fois qu'on le croise, on ne s'arrête pas de s'abreuver auprès de lui par rapport à ce qu'il incarne comme sagesse. Bonjour Maître Reti. Bonjour Kérine. Voilà, on vient voir les juristes, on vient voir l'avocat, on vient voir les sachants. Vous avez suivi, comme la plupart des Congolais, le procès dit des 100 jours. Vital Kamerhe, Samil Jamal et Jeannot Mouima. Quel bilan faites-vous de ces procès au premier degré? Si je parle du premier degré, c'est parce qu'ils ont fait appel et il y aura un procès au second degré. Bon, je ne sais pas s'il est possible de faire un bilan aujourd'hui. Bon, il faudra que les gens comprennent une chose, c'est que Vital Kamerhe est encore présumé innocent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a fait appel, le jugement n'est pas définitif et que donc il est présumé innocent jusqu'au jour où le jugement sera définitif. Et donc à partir de ce mot-là, les gens devront comprendre que la présomption d'innocence doit être pratiquement le maître mot et pas la condamnation. Maintenant, moi si je tire un bilan, je dirais tout simplement que ce bilan est quand même assez mitigé. Mitigé parce qu'au départ, nous avons cru que c'était vraiment le coup d'envoi de l'état de droit. Et cela était justifié par le fait que, étant à la fois une personne chère et proche au président de la République, et en plus son collaborateur direct, il est d'habitude, on a l'habitude de voir effectivement les hommes politiques intervenir dans des procès qui concernent les gens qui leur sont proches. Et dans le cas d'espèce, on n'a pas vu Félix Tshisekedi intervenir dans un sens ou dans un autre. Même si il fallait déduire de l'attitude des membres de son cabinet qui sont venus témoigner que, bon, ils avaient quand même une main protectrice derrière eux. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'il n'a pas empêché le procès. Et là, c'était déjà un très bon signal. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que un jugement se compose des deux éléments. Le premier élément, c'est l'élément finalement de l'élément intellectuel. Comment le juge a conduit son raisonnement intellectuel et comment le juge en arrive à la conclusion qui est la sienne. Là, on peut dire effectivement que le juge a conduit un certain raisonnement, il est arrivé à la conclusion qui est la sienne. Au début, on a vu pratiquement des mécontents. Ces mécontents étaient des personnes proches de Vital Kamerhe. Mais on a vu aussi des gens qui étaient tout à fait satisfaits parce que ces gens estimaient qu'au moins justice a été dite et que donc une grosse légume est tombée. C'est ce qui a fait justement la satisfaction de la population. Mais quand on examine la chose, il y a aussi un élément qu'on peut appeler l'élément psychologique dans un jugement. Il ne suffit pas que le juge prenne une décision qui est bien articulée,
qui est bien motivé, qui est bien argumenté. Encore faut-il que, à l'issue de son jugement, l'opinion publique, le peuple au nom duquel il rend le jugement, puisse se dire, en tout cas, justice a été faite. Si le peuple reste avec une certaine amertume en disant que les choses n'ont pas été bien faites, alors à partir de ce moment-là, le jugement n'est pas forcément un bon jugement. Et dans le cas d'espèce, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de penser que ce jugement a été très excessif. Et peut-être qu'on pourrait en examiner les éléments, pourquoi on peut considérer que c'est excessif et pourquoi ce jugement devient suspect. Bon, je pourrais le développer si vous le souhaitez. Mais avant d'en arriver là, il y a une question qui me turlupine. Pendant que Vital Kamerhe était en procès, il y a des lourdes présomptions qui pesaient sur lui. Et vous avez parlé des présomptions d'innocence. Mais lorsqu'on regarde un faisceau d'indices, il y a des lourdes présomptions qui pesaient sur lui. Est-ce que n'est-il pas valu que le président de la République le démette de ses fonctions? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas démis. On a nommé un intérimaire et jusqu'à preuve du contraire, il continue de bénéficier de son salaire. Qu'en est-il? Oui, ben, moi je pense effectivement que, bon, ça c'est des considérations maintenant qui sont des considérations à la fois politiques et personnelles, et ça relève du pouvoir discrétionnaire du président. S'il décide effectivement qu'il considérera son collaborateur comme coupable à partir du moment où il aura été définitivement condamné, je pense effectivement que là, l'attitude du président de la République est tout à fait logique et raisonnable. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que bon, les présomptions, les lourdes présomptions, tous ces faisceaux d'indices sont des faisceaux d'indices qui peuvent éventuellement conduire le juge à se dire « je suis absolument certain », c'est-à-dire il n'y a pas de doute que ce type a détourné. Or, on a vu aussi un faisceau d'éléments qui laissent éventuellement planer le doute. Et ceux qui pensent effectivement qu'il y a eu un doute se fondent sur le fait que nulle part finalement on a vu où on a pris Vital la main dans le sac en train de se partager l'argent avec Gamal. Nulle part on a vu Vital, on a dit que dans le compte de Vital il y a autant. Donc à partir de ce moment-là, la question qui reste éventuellement au niveau des gens, c'est de dire, attendez un peu, bon, nous on n'a pas vu, on ne nous a pas démontré finalement que les 57 millions sont dans sa poche. Bon, et donc à partir de ce moment-là, on dit in dubio pro reo, c'est-à-dire que le doute ne doit pas profiter au procureur. Le doute ne peut pas profiter à l'accusation. Le doute profite à l'accusé. Et donc, dans ce cas, effectivement, il y avait suffisamment d'éléments qui auraient pu permettre de douter. Alors, si ces éléments n'ont pas permis au juge de douter, on aurait pu au moins ressentir dans la peine infligée, une certaine nuance. Or, dans les cas qui nous concernent, Vital Kamerhe a écopé pratiquement du maximum. Le maximum qu'un détourneur peut écoper. Ça veut dire que même le fait qu'on n'a rien trouvé sur lui, ne suffisait pas pour pouvoir éventuellement les disculper. Même le fait que Mouhima est allé et qu'il a effectivement dédouané des choses, donc ce n'est pas que, on ne dit pas que Mouhima a pris l'argent et qu'il a bouffé l'argent, mais on sait qu'il est allé dédouaner des choses et qu'il a dédouané des choses, donc cet argent a servi à quelque chose, ou du moins a servi à l'usage pour lequel il avait été débloqué. Donc tous ces éléments-là sont des éléments de doute. Si le juge n'a pas estimé nécessaire douter de sa culpabilité, il aurait pu au moins se dire que bon, la peine maximale, ça veut dire quoi la peine maximale? La peine maximale, c'est-à-dire vous prenez le comportement, vous ajoutez les circonstances aggravantes et vous ne trouvez aucune circonstance atténuante. Vous n'avez aucun doute.
Et là, vous dites tout simplement, avec les circonstances aggravantes, il est encore plus méchant que la méchanceté. Donc je lui donne le maximum. C'est ce qui a été fait. Mais est-ce que cette attitude est une attitude juste? Moi, je pense que cette attitude est excessive. Et on peut être amené à s'interroger sur cette attitude des juges ou l'excès des juges euh, en, en voyant ce qui s'est passé finalement après le procès. Moi, j'ai été choqué euh, de voir pratiquement les avantages qu'ont pu bénéficier les juges de la procédure. Bon, presque tout le monde dans la procédure a eu un petit cadeau du Père Noël. Euh, les, euh, les avocats de la République, il y en a qui se retrouvent à la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Bon, il y a aussi les juges qui sont tous promus à un appel, d'autres qui deviennent présidents du tribunal de grande instance. Bon, ça veut dire en fait tout le monde devait effectivement bénéficier de quelque chose de la part du Père Noël. Et les honoraires étaient quand même énormes, hein. 100 000 dollars par personne. Alors justement, ces honoraires, c'est une occasion peut-être éventuellement de réexaminer la logique de Jamal. Le procureur disait que Jamal a obtenu beaucoup d'argent, mais en fait il a utilisé trop peu d'argent, je crois 8 ou 5 millions pour acheter ce qu'il a pu acheter. Et Jamal raisonnait en disant, écoutez, bon, une bouteille de bière peut coûter 100 francs à Matongé et coûter 1000 francs à l'hôtel du fleuve. Bon, donc ça c'est une question de commerce. De la même façon, on peut considérer que le fait que les avocats de la République aient obtenu ces honoraires que nous avons vus, bon, ça montre effectivement que la même affaire, plaidée peut-être dans d'autres circonstances par d'autres personnes, bon, ça peut seulement leur rapporter 1000 dollars, alors que, bon, de l'autre côté, la République a estimé qu'il pouvait effectivement accorder les mêmes prestations pour 100 000. Donc ça, c'est la liberté de prix finalement qui sont fixées dans le commerce. Et cette liberté de prix, on voit effectivement que c'est plutôt la République qui a eu la main assez large. Mais surtout si, à côté de cela, bon, vous gratifiez l'avocat d'une nomination à la Cour constitutionnelle, ça fait quand même beaucoup. Ben, vous parlez du juge qui a eu la main lourde. Est-ce que le problème, ce n'est pas aussi les avocats de Vital Kamere qui ont refusé de plaider parce qu'ils pouvaient aussi plaider par rapport à la peine. Ils ne l'ont pas fait. Est-ce que le juge, sa main lourde ne se justifie pas par le fait que de l'autre côté, il y a eu un refus de plaider? Oui, mais dans ma tribune, vous vous souvenez, j'avais fait une tribune une semaine avant où j'avais dit quels étaient les risques de ce type de procès des politiciens. Généralement, les politiciens, au lieu de se concentrer à, à convaincre le juge, souvent ils se perdent dans le show pour éventuellement essayer d'impressionner leurs propres partisans et ou alors le public. Bon, ça, généralement, ça coûte cher. Bon, il y a aussi ce qu'on appelle la stratégie de défense. Si une équipe de défense a des éléments, la stratégie de défense peut permettre aux éléments qui sont insuffisants de, de prospérer, et la stratégie de défense peut permettre à ce que, ou du moins peut faire que des gens qui disposent des bons éléments puissent perdre le procès tout simplement à cause de la mauvaise stratégie. J'ai eu à stigmatiser cette stratégie de la défense parce que j'estime qu'il n'avait rien à gagner à ne pas plaider par exemple la peine qui était requise par le procureur. Quand le procureur requiert une peine maximale, vous devez absolument vous couper en quatre pour démontrer que c'est une peine qui est exagérée. Vous devez vous couper en quatre pour démontrer que même si cette peine, même si vous pensez que votre client
est innocent, vous plaidez bien sûr à titre principal, mon client est innocent. Mais si d'aventure, ou si par mégarde, ou si par impossible, vous décidez quand même qu'il est coupable, nous vous suggérons que la peine qui est suggérée est importante. Et là, bon, quels sont les éléments que l'on met en avant? On met en avant des éléments qui permettent effectivement de montrer le côté positif de l'action de l'individu sur le terrain. Bon, j'ai entendu dire qu'il était le pacificateur, on nous a chanté qu'il était le pacificateur. C'était le moment de plaider en quoi il était pacificateur. Moi, personnellement, comme parti divergent à sa politique, je ne vois pas en quoi il est pacificateur. Mais au moins, ses avocats auraient pu plaider le fait qu'il était pacificateur. Et qu'est-ce qu'il a pacifié? On nous a dit qu'il était un bon président du Parlement. Bon, c'était le moment de pouvoir dire qu'il a rendu des bons services, des loyaux services à la nation. Mais s'ils estiment qu'ils ne peuvent pas dire tout ça, s'ils estiment qu'ils ne peuvent même pas demander des circonstances atténuantes, bon, il n'est pas anormal de voir que le juge reste dans la confusion et que le juge puisse éventuellement faire droit au réquisitoire du procureur. Alors, par rapport à l'officier du ministère public, on avait comme l'impression que sa démonstration était beaucoup plus intellectuelle que probant. Quelle impression avez-vous eue en l'écoutant? Était-il convaincant? Ben, c'est que je pense qu'il y a eu deux accusations. L'accusation a eu deux têtes, donc la République et le ministère public. Bon, mais aussi, comme j'ai toujours dit, tout dépend effectivement de la nature de l'infraction. Donc à partir du moment où l'infraction elle-même, dans sa définition, est floue, bon, il faut s'attendre à ce qu'effectivement le travail soit difficile. Mais là encore une fois, moi je dirais, bon, si Vital se vante d'avoir été un bon président du Parlement, il ne devait pas subsister de lois floues, comme celui qui l'a fait condamner. Donc logiquement, nous avons des parlementaires qui vont au Parlement, qui prennent des lois, et quand vous leur posez la question, ils ne savent même pas quelle est la signification des lois qu'ils ont faites. La bonne preuve, c'est que les hommes politiques peuvent se disputer en longueur de journée sur la signification d'un contreseing, sur la signification de telles choses, mais ben, parce qu'ils ont voté de lois, ils ne savaient même pas, en sortant de l'hémicycle, en fait, quand vous leur demandez qu'est-ce que vous avez voté et qu'est-ce que ça signifie, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et donc on se retrouve en face des gens qui vous empoisonnent avec finalement des lois que eux-mêmes ils ne savent pas gérer ni exploiter. Et puis par la suite ils viennent se plaindre. Moi je dirais tout simplement, bah, il était président du Parlement. Cette loi-là était mauvaise. Il n'a pas réussi, ou du moins ce n'était pas nécessaire pour lui, il n'a pas senti la nécessité de la clarifier. Ils étaient plutôt en train de se battre pour des lois politiques ou politiciennes. Bon, maintenant, la loi est ce qu'elle est, et bon, il est coulé, hein, bon, il est coulé par des lois qu'il a soit protégées, soit laissées persister. Donc ça, c'est vraiment la raison pour laquelle le procureur ne pouvait pas savoir comment articuler. Bon, il y a des infractions où on distingue très clairement l'élément matériel, l'élément intentionnel. Il y a des infractions où il n'y a que des éléments intentionnels. Il y a des infractions où il y a l'élément matériel et que l'intention compte peu, etc. Mais tout ça, c'est la définition même de la loi, c'est le b.a.-ba du droit pénal. Bon, cette loi-là sur le détournement est une loi qui, de mon point de vue, est floue et devait être précisée. J'espère que le législateur, si législateur il y a, parce que je ne considère pas nos députés comme des législateurs, c'est effectivement un peu des musiciens qui se prennent pour Mozart et tout, bon, mais alors que ce sont des musiciens de rue. Bon. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment des législateurs. S'ils étaient législateurs, ils auraient pu éventuellement bien articuler beaucoup des dispositions légales
ce qui n'est pas le cas actuellement. Alors, la sanction de l'infraction des détournements, c'est les travaux forcés. Or, la Constitution prohibe justement les travaux forcés. C'est ce que les avocats ont mis en exergue. Et comment se fait-il qu'il soit quand même, que le juge soit passé outre, au lieu, toutes affaires cessantes, de contacter la Cour constitutionnelle pour savoir ce qu'il en était, il s'est entêté à poursuivre la procédure. Oui, ben, c'est que là, ces arguments, encore une fois, tout est question de savoir effectivement où est-ce que tu vas jouer ta musique. Hein. Bon, si tu es sur un terrain de basket et que tu veux jouer au football, tu ne vas pas trouver de goal. Bon, si tu es sur un terrain de football et que tu as ta balle de basket, tu ne vas pas trouver le panier. Donc tout est question de savoir effectivement à quel moment on présente tel problème et à quel moment de la procédure vous la présentez. C'est vrai que sur cette question-là, moi je pense que à la fois nos juridictions et surtout la Cour de cassation a été assez défaillante. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? Il y avait une circulaire qui disait lorsqu'il y a une exception d'inconstitutionnalité qui est soulevée devant les juges, vous devez surseoir à statuer et vous devez directement renvoyer cette affaire devant la Cour la Cour de cassation ou la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce. Ça, c'est une circulaire qui circule. Donc, l'équipe de Caméré était tout à fait en droit de pouvoir évoquer cette disposition parce qu'ils estimaient effectivement que cette disposition arrêtait, bloquait la situation. Mais l'erreur peut-être qu'ils ont commise en termes de stratégie, c'est de dire nous allons bloquer la situation et puis les juges n'ont plus la possibilité. Or, en cette matière, c'est le juge qui a la direction de l'audience. C'est le juge qui décide effectivement ce qu'il doit faire et ce qui ne doit pas être fait. Bon, s'il estime effectivement qu'il va continuer, vous devez être en mesure de rebondir. Or, à partir du moment où les juges a estimé qu'il va continuer, l'équipe de la défense de Vital était complètement comme démobilisée et ne savait plus très bien comment rebondir. C'est ça qui a fait que les choses capotent. Mais très sincèrement, je pense qu'il y avait une circulaire de la Cour de cassation qui, elle, laissait croire à l'équipe de Vital qu'ils étaient tout à fait dans leur bon droit de faire bloquer la procédure. Alors, s'il faut parler maintenant de tout ce qu'il y a autour du procès, il y a eu un juge qui est mort, il y a eu un témoin qui est décédé aussi, il y a eu un prévenu ou un témoin, je ne sais comment l'appeler, le PDG de la Robank qui s'est retrouvé curieusement à l'étranger après avoir payé 35 millions de dollars dont on ne sait pas où c'est passé. Quel commentaire avez-vous à faire par rapport à tout ce qu'il y a eu comme événement autour de ce procès? Ben, c'est que, justement, au vu de ces événements, moi, j'ai plutôt envie de dire félicitations aux magistrats dans cette affaire, parce que ce n'est pas toujours évident qu'un collègue meure et qu'on vous dise, voilà, vous reprenez le fauteuil dans lequel était la personne qui est décédée, sans que vous sachiez d'ailleurs pourquoi il est mort et qui l'a tué, sans que vous sachiez qui parmi les gens que vous regardez, que vous avez en face, qui l'aurait tué, sans que vous sachiez si demain ce n'est pas vous qui allez être tué. Donc je pense effectivement que ces magistrats ont été d'un courage qu'il faut saluer. Ils étaient aussi d'un courage, et puis bon, parlons aussi de la greffière, ils étaient aussi d'un courage parce que je trouve qu'ils ont travaillé dans des conditions inhumaines, je dis bien inhumaines et inacceptables, parce que sincèrement, je ne vois pas un être humain commencer un travail à 9 heures et le finir à 21 heures sans avoir de pause pipi, sans avoir de pause petit déjeuner. Moi, je trouve que là, c'était quand même assez fort. Bon, il faut les en remercier, mais il faut les en féliciter. Mais j'estime que ces conditions-là étaient anormales pour les prévenus. Imaginez par exemple qu'un prévenu ait envie de faire pipi.
On est déconcentré, on ne peut plus travailler. On est là en train d'attendre est-ce qu'il va décréter une pause ou est-ce qu'il ne va pas décréter une pause. Je crois que le corps humain a besoin effectivement à un certain moment de ce type de repos et c'était inhumain de pouvoir éventuellement imposer ce rythme de travail aux, aux accusés. Bon, maintenant, effectivement, il y a eu des choses qui ont été un peu bizarres. D'abord, lorsqu'un juge meurt ou est tué et que l'on pense effectivement qu'il s'agit bien d'un meurtre, euh, l'attitude du tribunal, l'attitude du pouvoir judiciaire est une attitude qui n'est pas acceptable. Parce que comment voulez-vous rassurer l'homme moyen que vous, le tribunal, vous pouvez le protéger quand vous êtes incapable de vous occuper même de l'assassinat d'un de vos collègues? On tue un juge et les magistrats sont comme si, bon, écoutez, on a égorgé une chèvre quelque part, bon, nous, on continue le travail. C'est la même attitude qu'ils ont quand on voit effectivement le nombre de morts au Congo, les 200 personnes qui ont été tuées pratiquement dans le sud Kivu, et où finalement personne ne réagit. Bon, quand on tue un juge et que cela ne fasse pas du bruit, moi je trouve tout simplement que le pouvoir judiciaire, s'il n'est pas poltron, il doit absolument évoluer et changer. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, j'ai entendu des témoins venir se plaindre ou même attirer l'attention du juge qu'ils ont été menacés. Nous n'avons pas entendu une procédure de flagrance visant telle ou telle autre personne pour avoir à menacer un témoin. Alors que c'était l'occasion effectivement de montrer que le flagrant délit, ça existe aussi. Mais là, il n'y a rien eu. Et une attitude comme ça pourrait éventuellement conduire certains témoins à dire, écoutez, non, moi je ne me présente pas. Je ne veux pas exposer ma vie pour rien. Donc l'attitude du tribunal n'a pas été exemplaire et le tribunal n'a pas montré, n'a pas su rassurer l'homme moyen qu'ils étaient capables de le défendre parce qu'ils étaient incapables même de poursuivre, même d'enquêter sur la mort d'un des leurs. Oui, il y a aussi un témoin qui est décédé, hein, celui qui travaille à la Banque centrale. Oui, bon, c'est que justement, est-ce qu'il avait témoigné? Non. Oui, il a témoigné, il est mort le jour de son... C'est son patron qui avait témoigné. Apparemment. C'est son patron qui avait témoigné, je crois. Ben bon. Oui. Et alors, que dites-vous du fait que un des prévenus semblait ne pas comprendre la langue qu'on a utilisée pour les juger? Ben écoutez, la constitution congolaise est très claire là-dessus. Toute personne, pratiquement, qui comparaît en justice, doit être jugée dans la langue qu'il comprend. Il n'y a pas photo. Alors il y a des gens qui disent ouais mais le monsieur il est là depuis 30 ans, etc. Il doit quand même savoir parler français, il négocie ses affaires en français, etc. Non, cet argument ne peut pas prospérer parce que regardez un peu, les Congolais, ils sont une colonie française, belge. Ils apprennent le français depuis la première, la maternelle, jusque pratiquement à l'université. Mais quand ils arrivent ici en France, aux États-Unis, en Allemagne, ailleurs, il suffit tout simplement qu'ils disent je suis congolais, j'ai besoin d'un interprète et on le lui donne. Donc on ne va pas aller pinailler en disant tout simplement non, 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 nous on te fait faire un test de français, tu comprends le français. Non, si la personne vous dit je ne suis pas à l'aise dans cette langue-là, bon écoutez, vous le croyez sur parole et puis vous lui trouvez un interprète, c'est tout. Voilà, donc ça c'était pour le procès au premier degré. Pour vous, le bilan est mi-figue, mi-raisin, et ce n'est pas l'état des droits que certains ont chanté. C'est-à-dire qu'on s'attendait à ce que ce soit un état de droit. C'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits pour que le jugement soit le plus équilibré possible. Mais la sévérité de la peine, mais aussi les combines que finalement on découvre tout autour
de cette affaire. Les tâches qui ont été distribuées par la suite laissent apparaître quand même, laissent un goût amer. Bon, je vais vous dire pourquoi je trouve ces jugements sévères. Lorsqu'en matière de détournement, vous décidez de donner la peine maximale, bon, pour une affaire de 57 millions, mais pour lequel, effectivement, vous n'avez pas démontré que monsieur a mis 1 million dans sa poche. Vous ne l'avez pas démontré. Bon. Maintenant, vous, juge, vous vous posez la question, en termes de proportion, qu'est-ce que je ferai quand on va me présenter celui qui a détourné 200 millions et qui les a mis dans sa poche? Quelle peine je vais faire? Est-ce que je vais lui donner la même peine que Caméré ou bien est-ce que je vais lui donner une peine moindre en raison d'autres circonstances? Donc moi, j'estime effectivement que quand on voit le degré d'implication, bien sûr qu'il y a un élément qui est tout à fait en défaveur de Caméré, c'est qu'il a confisqué le pouvoir gouvernemental. Il a confisqué le pouvoir gouvernemental, il a agi lui-même comme étant monsieur le gouvernement, mais en examinant bien les choses, bon, il y a eu d'autres directeurs de cabinet qui ont agi de la sorte. Mais le problème qu'il y a, c'est que on reste aussi dans les proportions. J'ai appris qu'il y avait des gens qui ont 15 milliards. J'ai entendu que pratiquement dans Panama Papers, ce ne sont pas des millions qui circulent, mais des milliards. Bon, le jour où celui qui a pratiquement détourné 1 milliard se retrouvera devant le juge, qu'est-ce qu'ils vont lui infliger comme peine? Ben, ils vont vous dire que non, comparaison n'est pas raison, mais pour la gouverne des web téléspectateurs, le ministre de la Santé, Oli Ilunga, pour 500 000 $, il a écopé de 5 ans. Oui, oui, c'est là que l'on dit tout simplement que le juge doit avoir aussi cette intelligence de pouvoir voir quel est l'échelonnement de peine. Parce que dans certaines circonstances, lorsqu'il y a contradiction comme ça des jugements, hein, où quelqu'un pour 500 000, on le condamne à plus cher que celui qui a détourné des millions, à ce moment-là, dans le système anglo-saxon, il y a ce qu'on appelle le rehearing in bank. Le rehearing in bank, c'est que vous demandez à ce que ce ne soit plus une composition de 3 magistrats ou d'un magistrat qui écoute l'affaire, mais vous demandez à ce que tous les magistrats tous les magistrats de la cour ou de la juridiction se réunissent. Donc vous pouvez vous retrouver dans un jugement où il y a 12-15 juges. Et ces juges-là décident finalement d'uniformiser les jugements qui peuvent être considérés comme contradictoires. Et ici, je pense effectivement que nous sommes en train d'aller dans les contradictions énormes parce que finalement, il n'y a plus rien qui justifie quand on fait la comparaison de l'attitude ou des attitudes des juges par rapport éventuellement aux crimes qui ont été commis, aux infractions qui ont été, aux délits qui ont été commis. Bon, on dirait tout simplement que les juges agissent à la tête du client et ça, ce n'est pas forcément la bonne façon de paraître juste. Alors, dans ce procès, il y avait en filigrane le visage de quelqu'un qui apparaissait, c'était le visage du président de la République. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que son directeur de cabinet ne peut pas poser d'acte sans que lui ne soit au courant. Bon, maintenant que les doutes doivent bénéficier au directeur du cabinet, in fine, ces doutes bénéficient aussi au président de la République. Si on vous demandait d'avoir un œil politique, pas un œil juridique, que pensez-vous? Ces verdicts arrangent Félix Tshisekedi? Ben, moi, je pense que il faut avoir les deux yeux, à la fois l'œil du juriste, mais aussi l'œil politique. L'œil politique, c'est que effectivement, le président de la République avait lancé un programme assez ambitieux et que de toutes les façons, nous savons que le président de la République est pénalement irresponsable. Donc on ne peut pas le poursuivre pour les actes qu'il a posés en cours d'exercice. Mais nous savons tous que le président de la République
n'exécute pas lui-même ses décisions. Il les exécute par ses collaborateurs. Donc on peut dire effectivement que l'acte du collaborateur est un acte du président de la République. Donc, et là, moi je pense que, bon, on ne sait pas ce qui va se passer demain, mais la défense des Camérés, qui maintenant n'a plus rien à perdre, pourrait encore une fois, personnellement, j'aurais pu, si j'étais en charge de cette affaire, j'aurais pu présenter cette question in limine litis, d'entrée de jeu. Bon, écoutez, vous me poursuivez, d'accord. Vous me poursuivez pourquoi parce que j'ai fait ceci, ceci, cela, etc. Moi, je vous dis que ce n'est pas moi qui ai pris des décisions. Moi, je n'ai fait qu'exécuter les décisions du président de la République. Alors, si vous jugez ce que j'ai fait, ce n'est pas ce que je fais que vous jugez, mais c'est ce que le président de la République a décidé que vous jugez. Auquel cas, la question pré-juridictionnelle, c'est de savoir est-ce que le tribunal de grande instance est compétent pour juger le président de la République ou les actes du président de la République. Dans ce cas, cette exception préjuridictionnelle serait renvoyée à la Cour constitutionnelle qui devrait d'abord se prononcer pour savoir si le tribunal de grande instance est compétent pour cela. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus seulement à la dernière minute avec une cassette, avec un discours du président de la République. Désormais, j'ai donné des instructions, j'ai donné des instructions. C'est vrai que les termes étaient clairs. J'ai demandé à ce que l'on débourse, j'ai demandé à ce que ceci, cela, etc. C'est clair. Mais seulement, ce n'est pas devant cette juridiction. Ce n'est pas à cette juridiction-là d'entendre des questions ou des actes du président de la République. Donc on aurait dû faire une exception préjudicielle et poser la question de savoir effectivement, est-ce que vous voulez vraiment qu'on débatte de l'action du président de la République ici? Est-ce que vous êtes compétent pour que l'on puisse le débattre? Si vous n'êtes pas compétent, alors on va devant la chambre compétente. Moi, c'est comme ça que j'aurais fait. Et moi, je pense effectivement que si ces avocats sont excédés, ils finiront effectivement par soulever le problème d'un moment à l'autre. Et auquel cas, bien entendu, la seule juridiction du président de la République, c'est la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le tribunal de grande instance. Donc à ce moment-là, le tribunal de grande instance aurait pu se déclarer incompétent de connaître des actes que le président de la République a lui-même posés par les truchements de son personnel. Nous enregistrons cette émission à un jour de l'ouverture du procès en appel. Pensez-vous que Vital Kamerhe a des chances de changer la donne en appel, justement? Je veux dire, lui et ses avocats. Oui, moi je pense que il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient éventuellement faire que la donne change. C'est qu'on a vu effectivement des peines qui étaient clémentes dans d'autres affaires de détournement. On a vu aussi des gens qui étaient pratiquement élargis, qu'on ne poursuivait plus. On a vu à un certain moment même le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de tel ou tel autre fait, alors que ce sont des faits similaires à celui de Vital Kamerhe. Bon, on a vu aussi... Le cas de M. Blattner de las Africas. Ben voilà, donc on a vu énormément de choses, mais on peut se poser, et on est en droit de se poser la question. Mais là, ça suppose effectivement de disposer de dossiers. Je dis tout simplement que comme citoyen, on se pose la question de savoir si les nominations des juges ont été consécutives à leur travail qu'ils ont fait, ou est-ce qu'on leur a promis éventuellement ces nominations ou ces montées en grade si jamais éventuellement il s'est montré sévère. Bon, ça, ce sont des questions qui nécessitent éventuellement une enquête, auquel cas ce serait de la corruption. Auquel cas ce serait la corruption. Les juges peuvent être aussi corrompus, on peut aussi corrompre les juges. On peut corrompre pas forcément par l'argent, on peut corrompre aussi par des cadeaux que l'on offre à un juge. Donc ça, c'est des questions qui doivent, à mon avis, être courageusement posées.
Bon, maintenant, sur la culpabilité, je suis de ceux qui pensent effectivement que, bon, peut-être qu'on ne peut pas discuter de la culpabilité de Vital compte tenu de la nature de l'infraction, mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de chances, effectivement, que sa peine soit sérieusement euh, euh, réduite si éventuellement il s'est défendu correctement. Parce que nous sommes dans un procès qui n'est pas que juridique. Il y a un ralent politique énorme et il y a une grande demande de la population, une chauffe de justice. La position de la Cour est vraiment intenable. Mais là, normalement, la Cour n'a pas À avoir d'état à d'âme, avoir ça c'est d'état d'âme. vrai. Bon. La Cour a à dire le droit et point trait. Donc, les états d'âme, bon, ils devaient normalement laisser ça aux politiques. Moi, je pense que dans l'affaire Vital Caméré, bon, une peine à supposer effectivement qu'il était reconnu coupable, une peine de 5 ans, dont une partie avec sursis, était déjà assez dissuasive et suffisante. 20 ans, c'est excessif. Bon, donc on pouvait éventuellement imaginer effectivement qu'il nage, et même, vous savez, à ce niveau politique, même s'il avait été condamné à 2 mois ferme, c'était déjà un message assez fort. Mais aller jusqu'à 20 ans, ça me paraît assez excessif, compte tenu de ce que nous savons, de tout ce qui traîne dehors et qui normalement aurait dû être en prison pour les pires choses qu'ils ont faites. Mais je ne suis pas non plus d'accord, je ne suis pas non plus sûr que quand on mène, ou du moins quand on analyse ces procès, j'ai entendu beaucoup de gens associer ce procès à l'état de droit. Moi, je trouve que c'est très réducteur. L'état de droit, ce n'est pas vraiment cela. Ici, on peut tout au plus poser la question, ou du moins tirer la conclusion sur ce qu'on peut appeler la lutte contre l'impunité. Oui, ce procès est un procès qui a donné un coup d'envoi sur la lutte contre l'impunité. Parce que l'état de droit, c'est beaucoup plus que des jugements judiciaires. L'état de droit, c'est le comportement de l'administration, c'est le comportement de la fonction publique, c'est la façon dont les institutions se comportent. Or, nous sommes dans un pays où les ministres ou les hommes politiques ont complètement massacré l'État. L'État existe par sa fonction publique. L'État existe par l'administration. Or, quand on voit le comportement des ministres, il entre au ministère, il oublie carrément qu'il existe une fonction publique. Il est lui-même le ministre, il est lui-même le directeur général, il est lui-même le comptable, il est lui-même tout. Donc ce n'est pas normal. Donc la question d'état de droit est une question qui est tout à fait générale. Et quand au CRID, nous disons que nous luttons pour la défense de l'intégrité du territoire et l'état de droit, on ne parle pas que des jugements qui interviennent au pénal. On parle effectivement de l'état de santé juridique, des relations juridiques entre toutes les institutions et finalement toutes les composantes de la vie nationale. Donc pour moi, c'est excessif de penser effectivement que ce procès pouvait être considéré comme emblématique pour l'état de droit. Mais maintenant, je ne me souviens plus, la question c'était... C'était, en fait, on voulait que vous fassiez un peu un bilan avec les relents très politiques de ces procès, que vous fassiez quand Oui, même oui, un petit bilan. c'est que justement, à la fois, on nous raconte que, bon, c'est vraiment, c'est maintenant, stop. On a entendu d'ailleurs à l'époque quelqu'un parler des tolérances zéro. Et il a parlé des tolérances zéro, mais en fait, on n'a jamais poursuivi personne, on n'a jamais condamné personne. Donc, et puis là, on apprend que, bon, c'est aussi tolérance zéro, mais sauf que, bon, ça fait pchit, le pneu s'est crevé. Quand le ministre de la Justice est allé et que Yemei lui a dit n'aie pas peur,
Alors on a tous compris que bon, ce ne sont pas les juges qui décident, mais c'est Yemei qui continue à décider. Et ça, c'est un coup très, très dur à l'état de droit. C'est un coup très dur à la confiance que le peuple peut avoir en sa justice. Bon, c'est tout. Donc vraiment, le bilan, il n'est pas bon. Nous sommes rentrés au point de départ. Voilà, vous avez cité les CRID. Maître Reti n'est pas que juriste, il est aussi acteur politique. Et curieusement, il a aussi un rôle important dans la société civile. Alors, je demanderai à ce que l'on revienne pour une deuxième émission où on pourra parler des bruits de bottes, la balkanisation, de, de Maître Reti, comment il voit l'avenir de cette affaire de la CENI avec Ronsard Malonda. Je pense que tous ces sujets à caractère politique, nous allons en parler dans une deuxième émission où on aura besoin que Maître Reti nous donne son point de vue là-dessus. Pour ce qui est du procès Caméré, le bilan est fait. Le procès va commencer avec un peu plus de chance. À la fin, on reviendra. Si l'occasion est chère, on reviendra vers Maître Reti pour commenter les procès en appel. Ben, vous permettez, si vous permettez. Bien sûr. J'ai entendu dire que les avocats français de Caméré n'ont pas pu obtenir le visa. Oui, j'allais justement poser une question avant de parler de ça. J'allais justement poser une question de la fin qui était, au fait, que pensez-vous du fait qu'on recourt maintenant aux avocats étrangers dans ces procès? Et vous allez nous parler aussi de cette affaire de visa. Oui, mais bon, en fait, recourir aux avocats étrangers, ça n'a jamais été... bon, c'est pas quelque chose de récent. Ça se fait toujours, sauf que, bon, recourir aux avocats étrangers n'est pas l'apanage de monsieur tout le monde. Bon, on a vu Moïse Katumbi s'entourer pratiquement d'avocats congolais, étrangers et tout le reste. Bon, il avait l'argent, il avait les moyens de le faire. On a vu les Tamboué en Belgique avec leurs avocats étrangers. Bon, on pourrait dire que la procédure se passe en Belgique, que donc il faut le faire comme ça. Bon, c'est que quelquefois, il y a toujours, lorsqu'on doit défendre sa vie, bon, on s'est dit quelles sont les chances que j'ai pour pouvoir éventuellement faire que les choses changent. Or, nous savons qu'il y a quelque part cette idée ou cette opinion que, bon, quand c'est un avocat étranger, bon, a fortiori blanc, c'est que c'est meilleur, mais en fait ce n'est pas forcément parce que c'est meilleur, parce que ça impressionne aussi le juge, parce que quelque part aussi le juge s'est dit, bon, on va me juger mal à l'étranger, à l'extérieur, etc. Et que donc tout le monde, effectivement, lave ces jours-là sa robe, sa cravate, etc. pour paraître beau au niveau de la presse étrangère. Et le racisme systémique aidant, on s'est dit que le juge blanc ramène certains avantages attachés au groupe dominant qui bénéficie justement de ces racismes systémiques. Oui, c'est que de toute façon, moi j'ai toujours dit que le racisme en Afrique à l'égard des Blancs est toujours un racisme positif. Les gens se disent c'est mon blanc moi, alors que le racisme ici, c'est qu'on dit c'est un noir. Allez. Mais chez nous, on se dispute son blanc, donc chacun voudrait avoir ce blanc comme ami. Et bon, c'est ça, moi je considère ça comme un racisme positif. C'est tant mieux pour eux, tant qu'il n'est pas négatif. Bon, maintenant, j'ai appris qu'on a refusé l'entrée sur le territoire congolais, ou du moins le visa, à ces avocats. Personnellement, je ne conteste pas le fait que, bon, c'est le pouvoir discrétionnaire de l'ambassade et de l'État d'accorder ou de ne pas accorder le visa. Bon, j'estime aussi que, bon, les Occidentaux ont souvent refusé des visas pour une raison inexpliquée, que eux seuls peuvent savoir effectivement, et que donc de ce point de vue c'est normal. Mais je trouve par contre que dans une situation où
Vital Kamerhe a besoin ou a choisi des avocats et qu'il a besoin d'être défendu à une date précise qui a été fixée par le juge, bon, il devait avoir le visa. Bon, maintenant, s'ils n'ont pas de visa, Vital Kamerhe, qui, de par la Constitution, l'article 19, dit que toute personne qui est accusée a droit à un avocat de son choix. De son choix. On ne dit pas à un avocat congolais. Non, à un avocat de son choix. Et donc, à partir du moment où il a exercé son droit, qui est un droit constitutionnel, de s'entourer des avocats de son choix, l'État devait faciliter l'exécution d'une telle, ou du moins le bénéfice d'un tel droit. Et donc la seule conséquence que l'on peut tirer, si elle sera tirée demain, c'est que l'équipe de défense de Vital Kamerhe dise au juge que, bon, compte tenu de ce refus de visa, bon, il demande un renvoi en attendant effectivement que les démarches de visa puissent prospérer. Demander un renvoi, de mon point de vue, de ce point de vue-là, c'est tout à fait légitime parce qu'il s'agit bien de faire valoir un droit qui est un droit constitutionnel et légitime. Et question subsidiaire, la tendance ces derniers temps chez certains politiciens congolais, c'est de contacter l'ONU pendant que la procédure aussi est en cours. Qu'en pensez-vous? Ouais, ben, moi je pense sincèrement que l'ONU n'est pas vraiment le modèle. Bon, si ceux qui recourent à l'ONU, bon, recourent un peu à des moyens de pression extrajudiciaire. À chaque fois que l'ONU a eu vraiment à gérer les affaires judiciaires, on a vu dans les TPIR, on a vu dans même à la Cour pénale internationale, bon, l'ONU n'a pas été forcément le modèle de respect des droits et des procédures. Quand on pense que Gbagbo, même acquitté, doit encore se battre pour pouvoir avoir sa liberté, ce n'est pas vraiment la gloire des institutions judiciaires internationales ni de l'ONU. Mais moi j'ai vu effectivement aussi des situations où l'ONU se comportait effectivement comme le pire des tyrans, ou des dictateurs, en donnant des instructions aux juges, en faisant obstruction aux témoins. D'ailleurs, la grande preuve, c'est que jusqu'à présent, la question de la boîte noire de l'avion d'Aviarimana reste une question taboue que l'on ne veut pas éventuellement soulever. Donc, en fait, recourir à l'ONU, c'est tout simplement faire des pressions extrajudiciaires, que je dirais nauséabondes, dans ce cas. Mais bon, chacun est tout à fait en droit de le faire, mais c'est aussi l'attitude qu'on a observée chez les ONG des droits de l'homme. Bon, c'est des ONG qui, effectivement, recourent à ce type de menaces et de pressions, mais à double vitesse. On le fait que pour des gens qui présentent un certain profil, mais jamais pour monsieur tout le monde. J'ai beaucoup de respect pour la mémoire des TBA, mais je trouve effectivement que dans un pays où on a pratiquement, on tue tous les jours, on massacre tous les jours, faire effectivement de l'affaire TBA l'affaire du Congo, alors que il y a effectivement les massacres des pauvres individus qui devaient aussi être traités dans le lot, ça ne donne pas forcément envie de suivre ces ONG dans leurs affaires qu'ils peuvent considérer comme emblématiques. La justice n'est pas une question de discrimination. Et j'en profite pour dire d'ailleurs que si on parle du procès des 100 jours, il serait anormal qu'on ne parle pas de Mouhima, que je considère moi comme étant le modèle de fonctionnaire. Un fonctionnaire à qui son patron dit voilà, prenez cet argent, allez faire telle chose. Il va, il prend, il va en mission. Bon, on nous apprend qu'à la présidence, il y a des gens qui ne sont pas payés depuis X mois. Bon, il n'est pas payé et on l'envoie en mission, mais on ne lui donne pas les frais de mission. Il porte 1 500 000 et il paye pour 30 $ ou 3 000 $ l'hôtel, la chambre, l'avion, etc.
et on lui dit, monsieur, vous avez détourné, alors que il a montré effectivement qu'il a utilisé très clairement. Non, moi j'ai dit, si on faisait ça, c'est tous les fonctionnaires. C'est tous les fonctionnaires que l'on condamne à travers Mohima. Ce n'est pas que cet individu, c'est vraiment tous les fonctionnaires. À moins que les fonctionnaires décident maintenant de dire, mais patron, vous m'envoyez là, il faut m'apporter la preuve que ce n'est pas du détournement. Patron, vous m'envoyez là, mais il faut m'apporter la preuve que vous n'avez pas fait de magouille. Bah alors, où est-ce qu'on irait si on ne peut pas faire confiance à son patron? Donc moi je trouve que ces types-là ne devaient pas être là-dedans. De la même façon que j'estime que Jamal, sans s'interroger sur le fond, Jamal n'a pas compris, ne comprenait pas les questions qu'on lui posait. Ses réponses n'étaient pas forcément des réponses aux questions qu'on lui posait. Et de ces faits, c'est aux juges eux-mêmes qu'il appartenait de dire, écoutez Jamal, nous avons l'impression que vous ne nous comprenez pas, donc nous allons vous demander de nous désigner ou de chercher un interprète qui viendra parler pour vous. Dans d'autres circonstances, le fait de n'avoir pas été entendu devant interprète peut être une cause de nullité de la procédure. Mais est-ce qu'au Congo, on arrivera en appel à cette nullité-là? Ben, c'est ce que l'on va voir. Voilà. Je ne vous mettrai pas de pression extra-émission, mais je vous demanderai gentiment dans l'émission d'accepter qu'on revienne pour une deuxième émission où on sera moins juridique, mais beaucoup plus politique. Et là, on va commenter l'actualité de la République démocratique du Congo, autrement que judiciaire. Merci de nous avoir suivis. C'était Maître Reti Amouli, avocat, un des premiers avocats ici sur la place de Paris, avocat au barreau de Bukavu aujourd'hui et ancien avocat au tribunal pénal international pour le Rwanda à Arusha. D'ailleurs, il en était le président des avocats, vu qu'une cour internationale n'a pas de barreau. Merci de nous avoir suivis. Merci à Congo Lulendo d'avoir réalisé cette émission. Suivez, commentez, partagez. Au revoir.